Je souhaite la bienvenue à tout le monde et j'ai le plaisir d'animer donc ce premier webinaire sur l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise, qui va durer en gros 1 h 30. Et je propose d'organiser les choses en 3 temps. Le premier, c'est vous présenter un peu c'est quoi cet observatoire. Le deuxième temps, c'est tous nos partenaires vont dire un petit mot et préciser un peu leurs attentes. Et puis, Olivier Portier va nous présenter les premiers résultats. Et il y aura un échange autour de ces premiers résultats. Et la plus grosse partie, évidemment, ça sera ce troisième point. Si on peut résumer pourquoi cet observatoire des impacts territoriaux de la crise, c'est une discussion avec Olivier et l'idée c'était de mieux comprendre les impacts et la capacité des rebonds des territoires, de les suivre pendant une certaine durée et avec deux priorités. La première c'était de dire on ne peut pas regarder cette crise avec une seule paire de lunettes parce que c'est une crise systémique, donc il faut la regarder sous plein d'angles différents. Et en même temps, on ne voulait pas faire un observatoire, un énième observatoire qui ne soit pas relié à l'action. Et donc, on a créé un écosystème autour de cet observatoire qui est un projet d'intérêt général. Vraiment, son but, c'est de produire de la connaissance partagée avec cette visée opérationnelle. On a des gens qui s'occupent de la communication. On a la plateforme de ICO MIA qui supporte en fait toutes les cartes. On a bien sûr, je reviendrai sur les partenaires après, mais on a des acteurs qui nous fournissent des données gratuitement, j'insiste aussi. Et puis, on a des experts qui vont produire des analyses. Et c'est le premier, il y en aura d'autres derrière. Alors, comme il y a pas mal de gens qui se connectent, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, je vous propose d'aller de choisir ce qui est en bas de votre écran, questions-réponses, et de noter un peu toutes vos questions dans cette partie, et ceux qui ont les mêmes questions, de se mettre, de dire vous êtes d'accord pour poser cette question, pour éviter d'avoir une multiple question à poser. Je vais passer la parole aux partenaires et au premier d'entre eux, à Nicolas Portier, qui donc délégué général de la DCF, pour nous dire en quelques mots pourquoi cet observatoire et qu'est-ce qu'il attend de cet observatoire. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Donc la DCF, pour ceux qui nous connaissent moins bien, ce sont les intercommunalités de France. Nous avons voulu soutenir cette démarche d'observatoire. Nous avions déjà travaillé sur les impacts de la crise précédente de 2008-2009 avec l'Institut CDC pour la recherche, avec Laurent Davzy, avec Philippe Estèbe, pour voir en effet les chocs des crises sur nos territoires et montrer que ces chocs ne sont pas de même nature et de même portée selon les territoires. Donc nous avons en effet voulu à la fois soutenir la nouvelle démarche portée par nos partenaires pour arriver justement à bien mesurer en temps réel les impacts de cette crise et déjà un peu les anticiper parce que nous avons déjà travaillé avec Olivier Portier, OPC, le CNAM, sur l'exposition des territoires, l'exposition différente des territoires à la crise. Donc notre préoccupation, c'est de voir en effet comment cette crise frappe les territoires, quelle est l'intensité des chocs subis et qui va être très liée aux différents moteurs des économies locales, bien sûr aux orientations économiques des territoires par rapport au tourisme, à différentes filières industrielles. Donc, c'est notre préoccupation première de voir ce degré d'exposition et les premiers chocs subis en 2020, début 2021. Deuxième sujet, c'est nous inscrire dans le temps long, parce que nous le verrons tout à l'heure au cours de nos débats, les impacts sont non seulement différenciés, mais ils sont aussi différés dans le temps. Nous avons vu en effet des amortisseurs puissants qui ont été mis en place l'an dernier à travers le chômage partiel, les prêts garantis, un certain nombre de mesures qui ont bien sûr permis de réduire le taux de défaillance des entreprises. Mais évidemment, ça ne fait que différer le problème puisque, comme on le verra plus tard et comme un travail de la Banque de France conduit avec la DCF le montre, le problème de beaucoup d'entreprises, ça va être leur niveau d'endettement à la sortie des confinements successifs. Et troisième sujet, c'est aussi de voir la capacité de réponse des territoires. Parce que nous ne faisons pas que subir la crise, il y a des réorganisations, il y a des réactions, des politiques locales et un plan de relance qui se met en œuvre avec des contrats de relance et de transition écologique que nous préparons. Et il faudra regarder aussi dans la durée, à la fois observer les impacts de la crise, mais aussi observer les réponses apportées par les acteurs publics, nationaux, régionaux et locaux à cette crise d'une nature assez inédite.
Voilà, merci pour introduire. Merci beaucoup, Nicolas. Même question à David Lebras, délégué général de la DGSF. Vous m'entendez bien, j'espère. Bonjour Oui. à toutes et à tous. Évidemment, dans le prolongement de ce que vient de dire Nicolas, donc la DGCF, l'Association des directeurs généraux d'intercommunalité, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé donc, dans cette démarche, dans cette aventure de l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise? Qu'est-ce qu'on en attend? Simplement 3 points. Un, évidemment, la question de la production de la connaissance. L'OITC, c'est une scène d'échange entre les directeurs généraux, les élus, les experts et les analystes. Un lieu où on produit potentiellement de la connaissance dans une perspective de recherche-action, et donc un lieu qui est susceptible d'aiguiller les DG et leurs élus dans le déploiement de leur stratégie de développement et de transformation économique. Ça, c'est le premier point, donc la question de la production de la connaissance. Le deuxième point, le deuxième enjeu, il est peut-être un peu plus qualitatif, c'est vraiment la compréhension de l'effet local. Olivier Portier est intervenu dans notre conseil d'administration il y a quelques semaines, et cette question-là, cette question de l'effet local, c'est peut-être ce qui a le plus stimulé les DG présents, c'est-à-dire que, outre la production évidemment de données, de notes, le principe c'est de zoomer sur certains territoires, de suivre leur trajectoire post-crise et donc de comprendre vraiment les conditions socio-économiques qui permettent ou pas donc le rebond. Donc quelles sont les conditions favorables en fait au rebond, et dans ce cadre-là, l'OITC peut être une sorte de boussole, de guide pour nos territoires. Donc effectivement, comme le disait Nicolas, ce serait intéressant de comparer, enfin ce serait intéressant plutôt de comparer avec ce qui s'est passé en 2008, de mettre un calque en quelque sorte, de voir si l'histoire se répète ou pas, et voir si ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent le mieux à court, à moyen et à long terme, les locomotives métropolitaines, la question des wagons, les plus ou moins performants, les économies résidentielles versus les économies productives, et puis en toile de fond, évidemment, la question de la réindustrialisation. Et puis le troisième et dernier point évoqué aussi par Nicolas, c'est l'actualité, c'est le plan de relance. La quasi-totalité des intercos s'est engagée dans un CRTE, donc un CRTE qui articule un relance économique et transition écologique, mais dans l'immédiat, c'est évidemment la question de la relance économique qui prime. Et là aussi, l'OITC peut aider les intercos à bâtir leur projet de territoire en donnant des éléments de diagnostic à leur échelle, mais aussi, et c'est ce qui nous semble intéressant, en leur proposant une vision un peu plus interterritorialisée à l'échelle des systèmes urbains. Donc, et puis aussi la possibilité peut-être de projeter sur une carte l'ensemble des dispositifs dans lesquels les intercos sont engagés, les appels à projets, les contrats, etc. Voilà donc en bref, donc pour nous l'OITC, pour la DGCF, c'est un outil de connaissance et surtout à notre sens un outil de performance pour les territoires. Voilà Vincent. Merci beaucoup David. Est-ce que Madina Rival est là? Je ne l'ai pas vue. Bon, je vais présenter rapidement le LIRSA. Je suis professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Donc Madina Rival, c'est la directrice du laboratoire. Et en gros, quand on parle de recherche-action, c'est vrai que le laboratoire du CNAM est bien placé pour faire ce travail. Et là, l'idée, c'est avec tout ce qui a été dit, de travailler un peu sur ces nouvelles grilles. Comment mieux comprendre ces phénomènes, mais pas simplement donc avec quelles nouvelles données. Donc toute la data, évidemment, va être un point important. Mais il n'y a pas que la question de la data, il y a la question de la visualisation et de l'appropriation de ces connaissances. Comment on restitue tout ça pour que les acteurs, d'une certaine façon, arrivent à comprendre plus facilement ces phénomènes et bien entendu prennent des décisions, parce que le danger de ce travail, c'est d'être noyé sur une masse de données sans pour autant avoir sortir des éléments un peu saillants, un peu déterminants pour les acteurs de terrain. Du coup, je vais laisser la parole à Isabelle Laudier, donc responsable de l'Institut de la Recherche de la Caisse des dépôts. Elle est là, magnifique. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce que je ne me vois pas, donc je ne sais pas si la caméra est bien orientée. Si, c'est très bien, ça va. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour l'organisation de ce séminaire. Donc je vais être très rapide puisque les autres partenaires ont déjà dit beaucoup. Comme Nicolas, je dirais que cette question de comprendre les dynamiques des territoires, notamment sous le choc de crise, est un sujet important pour nous en tant que Caisse des dépôts et qu'on regarde en partenariat avec les acteurs territoriaux depuis fort longtemps, puisqu'on a commencé à travailler avec Laurent Davzy et Philippe Estève. On a continué d'ailleurs avec Nadine Livrato et Denis Carré, que ce soit avec la DCF ou sur d'autres travaux sur les dynamiques des territoires. Nous cherchons à comprendre les moteurs du développement local.
On a travaillé aussi avec Olivier Bouba-Olga. Et aujourd'hui, cette association avec l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise nous permet d'ajouter un partenariat qui va nous donner des éléments dans la compréhension des dynamiques économiques des territoires, à côté de ce qu'on peut faire sur les territoires d'industrie. D'ailleurs, c'est complémentaire et il y aura des points de rencontre. À côté de ce qu'on peut faire avec le PUCA sur les dynamiques des stratégies de ville, le POPSU territoire, où on a aussi des enjeux de stratégie de développement qu'on va regarder. Donc, et on est complètement en lien chez nous avec les métiers concernés, parce que l'objectif de l'Institut pour la recherche, quand on se met en partenariat avec une équipe de recherche, c'est bien sûr sur des sujets stratégiques, des sujets qui correspondent aux enjeux stratégiques ou aux enjeux stratégiques des métiers. Donc, on est complètement en partenariat avec la Banque des Territoires dans le suivi des travaux de l'OITC. C'est notre raison d'être. Donc, on est évidemment ravis de ce premier événement. On espère qu'il y en aura d'autres. Et on est aussi ravis par avance de tous les livrables qui pourront être produits, qui nous permettent, nous aussi, d'alimenter notre réflexion interne. Donc, tout ce qui sera résultat pourra faire l'objet chez nous, en partenariat avec les partenaires, bien sûr, de petits textes, des articles, des cahiers de recherche. Donc, on est très intéressés par ces travaux. Parfait, merci beaucoup. Alors, juste pour bien démarrer, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Alors, ce que je vous propose, j'ai 5 minutes d'avance, je vais prendre une ou deux questions et après, j'expliquerai la règle du jeu. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Patrick, j'ai pas vu, Patrick Meillet. Est-ce qu'il veut bien prendre la parole puisqu'il a levé la main? Monsieur Meillet, vous devriez… Voilà. Oui, en fait, je pense que j'ai dû passer la souris sur la main inconsciemment. Désolé de vous avoir dérangé. Mais il n'y a pas de souci. Bon, donc, ça tombe très bien. Juste quelques règles de fonctionnement. L'idée, on est 183 maintenant. Tout le monde ne pourra pas forcément s'exprimer. On essaiera de faire au mieux, de prendre évidemment la parole, c'est quand même beaucoup mieux que d'écrits qui sont souvent anonymes et ça manque d'interactivité. On le fera autant que faire se peut. En revanche, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment utiliser le chat ou la partie questions-réponses, comme Jean Perroni vient de le faire, et puis vous faites vos commentaires. On enregistrera évidemment ce webinaire et on vous enverra évidemment le diaporama pour ceux qui le souhaitent. Je vois que Madina vient d'arriver, ça tombe bien. Je vais lui laisser la parole si elle veut bien la prendre. Bonjour, bonjour Madina. À toutes et à tous, et pardon pour cette arrivée. Mais il n'y a pas de souci. En fait, l'idée, tu sais, comme on l'a dit, c'est en gros, quelles sont les attentes du CNAM et notamment du LIRSA par rapport à cet observatoire des impacts territoriaux de la crise? Bon, alors déjà, grand merci de me donner la parole et puis merci pour ce beau projet. On est très heureux. Alors, en quelques mots, donc le Conservatoire national des arts et métiers, c'est un établissement séculaire, formation tout au long de la vie, adossé à des laboratoires de recherche. Et moi, j'ai le plaisir de diriger le LIRSA, qui est un laboratoire de recherche en sciences économiques, sciences de gestion, histoire, dans le sens histoire de la compta, de la géographie, du droit, beaucoup de disciplines, et qui se retrouvent toutes finalement dans ce projet avec le souci commun et collectif. Donc, on est 200, donc 80 doctorants, le souci collectif de la recherche dans l'action. Et je crois que ce projet-là, il répond tout à fait à ces attentes et on est très heureux que ça ait pu se faire avec nous. Et on remercie notamment évidemment les partenaires de la Caisse. Et puis moi, je remercie Vincent Passini, qui est le porteur de ce projet chez nous, et puis Olivier Portier, qui est le partenaire. Donc, l'attente, c'est vraiment de participer à notre objet de recherche, qui est notamment la question publique, la question
à la fois par le volant économique et managérial, et puis de nourrir donc une base de données évidemment très importante, de participer également à des événements comme ça a été le cas. Il y a eu des participations à des masterclass, participation aux journées doctorales de nos doctorants. Voilà, donc l'idée c'est que on mettra à votre disposition les moyens dont on dispose, évidemment, et que Vincent connaît bien. Et puis, avec une attente en termes de résultats, mais pas seulement de résultats, je dirais aussi de cohésion et peut-être On a fait une masterclass l'autre jour où il y a déjà eu des manifestations d'intérêt d'un certain nombre de nos étudiants, de nos collègues, voilà, peut-être de fédérer aussi une recherche un petit peu plus large sur le sujet. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madina. Bon, on va attaquer. Olivier, je vais te laisser la parole. Simplement remercier Jean Perroni qui nous dit que la mission transfrontalière, c'est en plus opérationnelle transfrontalière, est prête à nous présenter un peu le résultat de leur étude. Eh bien, c'est aussi ce travail qu'on veut faire. Cet observatoire, c'est un objet ouvert à toutes les expertises et pour essayer évidemment de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Olivier, tu prends la main ? Très bien, merci Vincent. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, aujourd'hui, il s'agit de vous présenter quelques éléments. Évidemment, on a peu de temps, mais comme l'a dit Vincent, on organisera d'autres webinaires, d'autres temps d'échange qui nous permettront, et peut-être on restreindra un peu les inscriptions, d'avoir des temps d'échange plus approfondis et plus interactifs. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter les premiers éléments les plus saillants. Et je les ai articulés autour de deux axes. Un premier qui renvoie donc à ce qu'on avait qualifié de degré d'exposition des territoires à la crise. Donc ici, on est plutôt sur des éléments dits d'anticipation. Il ne s'agit pas de chercher à mesurer, mais de dire, a priori, notamment au regard de la structure économique des tissus productifs des territoires, quels sont possiblement leurs degrés d'exposition et du coup, quels pourraient être les impacts. Donc ça, c'est un premier temps du travail qu'on avait commencé à élaborer dès avril dernier, notamment avec la DCF et Vincent, et qui permet en fait de poser les bases de nos réflexions. Et ensuite, avec les données de suivi qui s'accumulent au fil du temps, puisque le système statistique est performant, mais ne nous permet pas de réaliser un véritable suivi en temps réel, on croisera les éléments d'anticipation avec les éléments de suivi pour voir si finalement il y a des différentiels entre ce qu'on pouvait attendre et ce que l'on observe. Et partant de là, on pourra identifier des territoires qui sont plus ou moins résilients et qui auront une capacité de rebond plus ou moins attendue. Et notamment, c'est cet exercice-là qui nous permettra de sélectionner un petit panel de territoires. Vincent en a parlé rapidement tout à l'heure. On verra 3, 4, 5 peut-être, avec lesquels on essaiera de travailler pendant à peu près 2 ans, voire peut-être 3, pour effectuer un suivi véritablement continu, à la fois des éléments de contexte, mais aussi des éléments de réponse. Donc là, il y aura un vrai travail collaboratif de terrain qu'on mettra en œuvre avec ces 4-5 territoires. Donc sur les éléments d'anticipation, on a une première clé d'entrée qui est peut-être un peu plus complexe que celle qui suivra, qui s'appuie sur un cadre théorique développé par le chercheur Laurent Davzy. Je ne peux pas trop développer ici, mais en gros, Laurent Davzy s'est beaucoup intéressé non pas uniquement à la question de la production de richesse, qui elle est mesurée par le PIB produit par les territoires, le PIB des territoires, mais Davzy s'intéresse plutôt aux logiques de circulation de revenus. Et cette approche est très intéressante et notamment appliquée de manière standard, elle permet de déterminer les revenus qui sont détenus par un territoire et qui proviennent de l'extérieur et qui sont générés par différents leviers qui sont ce qu'on appelle dans mon jargon soit les revenus productifs exportateurs, qui sont liés au fait que dans les territoires vivent des individus qui travaillent dans des secteurs qui produisent des biens et des services qui sont vendus en dehors, mais aussi les territoires captent du revenu via le levier public. Vous avez des fonctionnaires qui vivent dans les territoires et qui contribuent du coup du fait de leur travail et de leur lieu de résidence à alimenter en revenus les territoires. On a aussi les transferts sociaux qui sont liés aux mécanismes de socialisation et qui bénéficient à des ménages qui sont dans des situations particulières. Et on a ce qu'on appelle les revenus résidentiels qui, eux, se composent des pensions de retraite. Donc là encore, on est confronté à un mécanisme de redistribution. Les dépenses touristiques, je vis quelque part, toute l'année, j'y travaille et à un moment donné, je vais aller dépenser de l'argent sur un autre territoire à mon lieu de villégiature ponctuelle. Et puis aussi, une autre composante clé des revenus résidentiels, les revenus pendulaires. Les revenus pendulaires, typiquement, j'habite à Dijon, mais je travaille à Paris. Donc, je contribue à la croissance économique parisienne, à augmenter le PIB de Paris, mais je génère une évasion de la richesse créée dans mon lieu de production vers mon lieu de résidence qui est Dijon. L'exemple type de ce type de revenus sont les revenus transfrontaliers. Et donc, du coup, cette grille de lecture, habituellement, elle est appliquée de cette façon-là. On regarde les revenus qui viennent de l'extérieur.
Et on regarde ensuite si ces revenus sont dépensés dans l'économie locale sous la forme de dépenses de consommation pour venir stimuler ce qu'on appelle l'économie présentielle, c'est-à-dire cette économie qui se compose de la boulangerie, du charcutier, des secteurs qui ne dépendent que de la consommation locale. Donc cette grille d'analyse est très féconde pour bien comprendre les mécanismes, le fonctionnement socio-économique général des territoires, mais du coup, on l'a réorganisé, remobilisé pour essayer d'interpréter les impacts éventuels de la crise d'un point de vue macroéconomique dans les territoires. Et donc, du coup, plutôt de distinguer les revenus suivant qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils sont générés localement, nous les avons plutôt reclassifiés suivant qu'ils sont a priori exposés à la crise ou a priori plutôt abrités de cette crise. Et donc, du coup, par exemple, de manière relativement conventionnelle, l'exercice est encore perfectible à ce stade, et là, nous venons d'être livrés par l'INSEE de nouvelles données qui nous permettront d'affiner la carte que vous voyez sous les yeux. On a classé les revenus publics, sociaux et les pensions de retraite comme étant des revenus abrités, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger, surtout les revenus publics et les pensions de retraite qui vont constituer un amortisseur du choc économique impulsé par la crise dans les territoires très puissants. Et les revenus sociaux vont même, eux, avoir vocation, malheureusement, si je puis dire, à augmenter du fait d'une augmentation des difficultés sociales dans les territoires. Et puis, de l'autre côté, vous avez les revenus productifs concurrentiels qui ont été classifiés comme étant exposés. Alors évidemment, là, on va procéder en fait à une type de revenus, puisque tous les secteurs d'activité, si vous prenez l'industrie pharmaceutique, elle est évidemment beaucoup moins exposée que de l'est par exemple l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. Donc on va opérer un affinage de ces données justement pour arriver à une meilleure cartographie. Et dans les revenus exposés, on a mis aussi les dépenses touristiques, qui, notamment en tourisme marchand, ont été à l'arrêt une partie du temps et le sont encore, par exemple, dans les stations de montagne. Et puis aussi une partie des revenus pendulaires, qui sont certes générés par des mouvements pendulaires quotidiens, mais qui sont aussi à l'origine des revenus issus d'un acte de production dans différents champs. Et donc, du coup, lorsque l'on regroupe à l'échelle des intercommunalités françaises ici, dans cette carte, l'ensemble des revenus exposés, dans l'ensemble des revenus des territoires, voilà la géographie que l'on perçoit. Donc, plus on est en rouge foncé, plus la proportion de revenus exposés a priori à la crise est importante, plus on est en rouge pâle, moins la part des revenus exposés est élevée. Et la géographie que l'on observe est assez intéressante et elle constitue le point de départ d'une des grandes hypothèses que nous avons posées pour engager notre travail dans le cadre de l'OITC. C'est que vous voyez apparaître comme étant les plus exposés sur un plan macroéconomique local les territoires très touristiques, notamment des Alpes, les territoires aussi de Corse, mais aussi des territoires au profil plus productif pendulaire d'Île-de-France, dont la dynamique de développement est principalement assise sur des activités productives, mais aussi le fait que les actifs des territoires franciliens massivement vont travailler dans d'autres territoires franciliens et inversement, l'essentiel de ce qui est produit dans les territoires franciliens est redistribué sur d'autres. On a aussi les intercommunalités d'Alsace, quelques intercommunalités notamment qui sont situées en périphérie du Luxembourg. On voit aussi d'autres zones transfrontalières, notamment la frontière entre la Franche-Comté et la Suisse. On voit aussi ce qui est intéressant apparaître comme étant a priori très exposé, ce que j'appelle le grand quart nord-est de Rhône-Alpes, qui est une zone qui était particulièrement dynamique avant la crise. Et même ce que l'on voit à la lecture de cette carte, c'est qu'a priori, il semblerait que les territoires qui étaient les plus dynamiques avant crise, notamment l'Île-de-France, l'Alsace, ce grand quart nord-est rhône-alpin, ces zones touristiques des Alpes, qui étaient aussi plutôt dynamiques, à tout point de vue, sur le plan des créations d'emplois, mais même sur le plan social, en termes de chômage, en termes de pauvreté, ces territoires semblent plus exposés que notamment des territoires qui sont situés le long de la diagonale du vide, qui s'étendent du grand quart nord-est vers le grand quart sud-ouest, et qui sont effectivement des territoires qui étaient plutôt vivotants, si je puis dire, avant crise, et qui notamment étaient marqués par une très forte dépendance aux mécanismes de socialisation pris au sens large, c'est-à-dire aux revenus publics, aux revenus sociaux et aux pensions de retraite, en raison d'un fort vieillissement de leur population. Et donc, du coup, en voyant cette carte, la première hypothèse qui nous a sauté aux yeux, c'est que, compte tenu de la nature assez nouvelle de cette crise, qui certes vient impacter des segments de notre économie productive concurrentielle, mais aussi, et ça c'est la grande nouveauté, et ce qui fera sans doute, pour répondre un peu à la question que soulève David Lebras,
les impacts de cette crise ne seront probablement pas du tout les mêmes ou n'auront pas la même géographie que celle qu'on a pu observer en 2008. Ça, c'est aussi une des hypothèses que l'on fait. Et donc là, on voit voilà, que nos territoires locomotives, c'est-à-dire les plus dynamiques d'avant-crise, a priori apparaissent comme étant les plus exposés, tandis que ce qu'on appelle trivialement les wagons, c'est-à-dire notamment tous ces territoires situés dans la grande périphérie francilienne, le long de la diagonale du Vide, dans Languedoc-Roussillon, demeurent a priori moins exposés, du fait justement de la structure de leur moteur du développement qui sont beaucoup plus socialisés que les locomotives qui, eux, assoient leur développement pour certaines sur les questions productives concurrentielles ou d'autres sur les questions notamment touristiques. Donc voilà une première hypothèse de travail qui va structurer notre réflexion tout au long des que nous allons conduire dans les 2 et 3 prochaines années. Ensuite, nous portons un zoom ici sur le degré d'exposition, non pas macroéconomique des territoires, mais de leur tissu productif marchand. Donc là, on élimine tout ce qui renvoie aux fonctions d'amortisseurs exercées par l'économie publique, les transferts sociaux et les pensions de retraite. Et donc, même logique, dès avril 2020, nous avons opéré avec la DCF et ensuite, de manière continue durant l'année, avec Olivier Bouba-Olga, une classification des 700 secteurs d'activité de la nomenclature d'activité française, suivant leur degré d'exposition a priori à la crise. On s'est appuyé sur différentes études sectorielles, sur aussi un peu de bon sens, aussi sur quelques données qui ont fini par être produites dans le courant de l'année, qui nous permettaient d'avoir des éléments d'information tangibles. Et donc l'idée ici, à travers cette carte, c'est d'avoir une information sur la part des emplois salariés privés concentrés dans les secteurs d'activité a priori les plus exposés à l'échelle des intercommunalités françaises au 31-12-2019. Donc là encore, on est bien sûr une analyse du degré d'exposition a priori, donc des éléments d'anticipation. Il ne s'agit pas encore de mesurer les impacts de la crise en termes d'emploi. Et on voit que cette carte diffère légèrement de la précédente et qu'elle est révélatrice donc de tissus productifs marchands qui sont a priori plus ou moins exposés. Donc là encore, même logique, lorsque les intercommunalités sont en marron foncé, c'est que la concentration des emplois dans les secteurs exposés est très importante, et lorsqu'on est en rouge pâle, c'est que le degré de concentration est plutôt modéré. Et ce que l'on voit encore une fois de plus, c'est que les intercommunalités d'Alsace, par exemple, apparaissent comme relativement exposées, enfin tout au moins leur tissu productif marchand. Notre grand quart nord-est rhône-alpin apparaît lui aussi sensiblement exposé. On voit aussi que le tissu productif globalement des intercommunalités de Corse est exposé, là encore du fait de leur dimension très touristique. On a quelques intercos aussi, notamment du littoral atlantique, qui sont exposés. Et puis, toute une partie d'intercommunalités de la région centre qui sont elles aussi très exposées, ainsi que des intercos de la région Île-de-France. La Bretagne est en revanche plutôt sous-exposée et c'est assez hétérogène et mixte pour les pays de la Loire. Et ensuite de cela, on a procédé à des zooms, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette crise est à la fois une crise de production dans certains secteurs, mais aussi, et ça c'est la grande nouveauté, une crise de la consommation, notamment liée au confinement qui a mis à l'arrêt totalement, notamment lors du premier confinement, un grand nombre de secteurs et qui a été extrêmement pénalisant. Et donc du coup, ce que nous avons essayé de faire ici avec les cartes que vous avez sous les yeux, c'est non plus de traiter le tissu productif marchand dans sa globalité, mais de ne retenir ici que les secteurs d'activité qui dépendent de la consommation locale. Et là, on s'est appuyé sur les nouveaux travaux de l'INSEE qui s'inscrivent dans le prolongement de 2 chercheurs qui s'appellent Frocrin et Giraud, qui ont opéré une nouvelle classification des secteurs d'activité sur la base de travaux statistiques très complexes et qui permettent de décomposer donc les secteurs dits de proximité, ceux qui ne dépendent que de la consommation locale, en des secteurs qui répondent à des besoins de premier ordre. Vous avez, donc c'est la carte de gauche, et en dessous, vous avez les différents types de secteurs qui composent ce regroupement. On a fonction publique générale, enseignement primaire et secondaire, l'intérim, etc. Et ici, ce sont les secteurs d'activité dits de proximité qui répondent plutôt à des besoins de second ordre. On retrouve commerce de gros de boissons, commerce de détail de livres, enseignement supérieur, cabinet d'architecture, etc. Et donc ici, vous avez une cartographie du degré d'exposition des tissus productifs marchands au ralentissement de la consommation. Et ça nous donne du coup une géographie relativement distincte de la précédente. On peut voir notamment à gauche que sur les besoins courants de proximité, les degrés d'exposition apparaissent a priori plutôt plus mesurés et plus modérés, avec une géographie très éclatée, dont on ne peut finalement pas tirer d'enseignements généraux, si ce n'est que peut-être sur cette dimension-là des tissus productifs, la Bretagne apparaît et les Pays de Loire apparaissent plutôt peu exposés. Là, contrairement à tout à l'heure, le Grand Quart Nord-Est rhône-alpin apparaît aussi plutôt moins exposé. Et ensuite, sur les besoins de second ordre, on voit que là, globalement, on a beaucoup plus d'intercos en rouge vif.
le degré d'exposition apparaît beaucoup plus élevé et offre finalement une géographie presque homogène, si ce n'est dans une partie de la diagonale du vide où les tissus productifs de proximité apparaissent moins exposés au ralentissement de la consommation. Et ça, c'est très important parce que, je le répète, que ce soit avant crise, cette question de la consommation locale était déterminante puisqu'elle explique qu'en moyenne en France, à peu près 65% des créations d'emplois dans les territoires. Or, pourtant, c'est une thématique très souvent, assez peu souvent abordée et traitée dans les réflexions stratégiques qui sont menées. Et on voit bien qu'au regard de la crise et de sa nature, cette thématique prendra encore plus d'importance. Et ici, sur ces deux dernières cartes, et après je laisserai la parole aux participants, vous avez la même réflexion, mais non plus sur les secteurs d'activité qui dépendent de la consommation, mais sur ici les tissus productifs concurrentiels qui sont composés de secteurs d'activité qu'on retrouve de manière relativement homogène sur le territoire national. C'est la carte de gauche. Vous trouvez là-dedans l'élevage de bovins, de volailles, culture céréalière, production d'électricité, etc. Et à droite, une cartographie des secteurs d'activité qui produisent des biens et des services vendus en dehors des territoires, mais qui sont très rares. Et on retrouve là la construction de véhicules automobiles, l'aéronautique et spatiale, la métallurgie, etc. Et ce que l'on voit, c'est si finalement ces segments productifs concurrentiels qu'on retrouve un peu partout sur le territoire national apparaissent visiblement un peu moins exposés, et là encore suivant une géographie assez hétérogène qu'il est difficile de décrire. En revanche, sur nos segments rares de nos économies, on voit bien que le degré d'exposition, vous avez beaucoup plus de marron foncé, il apparaît beaucoup plus important, et là, les tissus productifs locaux semblent beaucoup plus exposés dans des proportions parfois très importantes, puisque vous voyez que les intercommunalités qui sont enfoncées, ça veut dire que plus de 88% de leurs emplois salariés qui sont compris dans ces secteurs d'activité font partie de secteurs d'activité qui sont exposés à la crise. Donc voilà pour ces premiers éléments que nous avons produits sur la question de l'exposition, qui, je le répète, nous servira ensuite, une fois qu'on aura suffisamment d'éléments de suivi, on les croisera les uns avec les autres pour identifier les territoires qui se seront montés plus résilients qu'attendus ou moins résilients qu'attendus. Et c'est parmi ces panels qu'on pourra sélectionner 3 ou 4 territoires pour travailler avec eux, essayer de comprendre pourquoi certains ont été sur-résilients et pourquoi d'autres ne l'ont pas été autant qu'attendus. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Et en plus, tu as gagné du temps, donc ça va être très bien pour le débat. J'ai déjà 2 questions. Il y en a une, tu as déjà quasi répondu. La première de Jean-François. Bonjour, les territoires objets de l'Observatoire ont-ils d'ores et déjà été identifiés? Non, à ce stade, on n'est pas encore en mesure de procéder à leur identification parce qu'on voudrait procéder à une analyse plus fine, c'est ce que je vous disais, et notamment opérer ce croisement de la dimension exposition versus éléments observés. Pour cela et pour bien faire, on doit attendre juin pour disposer de nouveaux jeux de données qui seront beaucoup plus précis et qui nous permettront notamment, pour répondre toujours aux questions de David Lebras tout à l'heure, de travailler sur l'identification de l'effet local. Et donc, courant juin, on va pouvoir procéder à ce type de travaux approfondis qui feront notamment l'objet à la fois d'une note dans la collection Les notes de la DCF et l'objet d'une note aussi dans le cahier de recherche qu'on produira pour l'Institut pour la recherche avec le CNAM. Et partant de là, on pourra entre guillemets, appeler les territoires pour savoir s'ils sont intéressés pour travailler avec nous à organiser de manière assez suivie et en continu des éléments de suivi du contexte local et aussi et surtout des actions qui sont mises en œuvre pour participer à la relance. Donc pour le moment, non, ils n'ont pas encore été sélectionnés, mais donc du coup, on comptera aussi sur vous, les territoires, pour accepter de participer à cette démarche. Parfait. Question de Sandra. Vous ne faites pas de distinction selon la nature du tourisme, international ou domestique? Alors, dans les données sur les revenus, on peut, grâce aux informations qui sont communiquées, mais qui sont quand même assez partielles sur les dépenses touristiques, j'ai dissocié en fait les dépenses touristiques en tourisme marchand, que j'ai considéré comme étant intégralement exposées, des dépenses touristiques en tourisme non marchand, c'est-à-dire en résidence secondaire principalement, que j'ai conservé conventionnellement dans les revenus plutôt abrités. Donc, il est vrai qu'il est très difficile d'opérer une classification très fine. Et je vous le dis, on progresse, mais néanmoins, ça restera nécessairement partiel, puisque sur ces questions-là, le système statistique est très imparfait, notamment sur la question touristique. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres questions, mais peut-être que je peux donner la parole aux partenaires, à David, Isabelle, Nicolas. Vous voulez réagir?
Oui, peut-être juste une petite remarque, David. Oui, simplement ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est vrai que grande différence quand même avec 2008. Hein. Moi, je me souviens effectivement de l'étude qu'avait produite DAFZI, donc pour la DCF et pour l'Institut de la recherche de la Caisse, qui, en fait, d'une phrase où il disait que la crise de 2008 agissait comme un prédateur sur les territoires les plus faibles. Et on voit bien qu'on n'est pas sur cette dynamique-là aujourd'hui et que ce sont a priori les territoires les plus robustes qui sont les plus impactés. Alors évidemment, on verra la capacité de rebond parce que c'est ça qui est vraiment, très intéressant. Et la question que je me posais simplement, c'est sur les territoires donc du côté de la Bretagne et des Pays de la Loire. Comment vous expliquez cette... Alors j'imagine que c'est la structure économique, mais comment est-ce que vous expliquez cette résistance? Enfin, en tout cas, le fait que ce soit des économies moins touchées que par exemple Rhône-Alpes ou l'Île-de-France. Alors, voilà. Attention David, pour le moment, les cartes là, celles qui vont suivre vont nous permettre de voir si effectivement les impacts sont plus ou moins forts ici ou là à ce stade. Là, on est sur le degré d'exposition a priori. Donc effectivement, ce qu'il explique, là j'ai remis la carte sur les revenus. Ici évidemment, et d'ailleurs on le verra, hein, les données d'observation et de suivi tendent à corroborer à ce stade plutôt cette première hypothèse que l'on formule. C'est évidemment lié ici à la dimension très touristique des territoires. Et ici, on est sur ce que j'appelle le bloc productif de l'Ouest français. On a des territoires assez dynamiques, en tout cas avant crise, sur le plan industriel, productif, concurrentiel, qui vivaient plus qu'ailleurs de ce type de revenus. Et c'est ça qui aujourd'hui les expose a priori probablement plus. Néanmoins, ce qu'il faudra qu'on travaille, et c'est prévu, mais on ne peut pas le faire à ce stade, c'est justement l'effet local. C'est pourquoi certains territoires vont être plus résilients que d'autres. Évidemment, il y aura un effet structurel, c'est-à-dire, en gros, certains vont être moins bien spécialisés que d'autres, hein, notamment les territoires touristiques aujourd'hui, au regard de l'impact sur le tourisme, clairement, c'est défavorable pour eux. Mais on peut être certain que certains territoires touristiques, malgré leur mauvaise orientation sectorielle, disposeront de ressources spécifiques, c'est donc ce qu'on appelle l'effet local, favorable, qui permettra d'amortir et compenser cette orientation structurelle initiale négative. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure encore véritablement. Alors, on a commencé à faire quelques traitements de l'effet de structure et de l'effet local. Je n'ai pas pris le parti de les présenter aujourd'hui parce que c'est un peu long à expliquer. Mais en tout cas, ce qu'on voit à ce stade en termes d'emploi au deuxième et troisième trimestre, avec des données un peu partielles, c'est qu'évidemment, pour tous les territoires de France et de Navarre, l'effet de structure, il est négatif. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les zones d'emploi françaises sont mal orientées, ont des secteurs qui, en proportion, sont tous très impactés par la crise. Et très peu de territoires, de mémoire 3 ou 4, ont un effet local qui permet de compenser cet effet de structure négatif. Mais globalement, on est aujourd'hui sur des territoires qui ont un effet de structure, un effet local négatif, et donc on a des pertes d'emplois significatives, des territoires qui ont un effet de structure négatif et un effet local positif, mais qui ne permet pas de compenser l'effet de structure négatif. Donc voilà je suis obligé d'aller un peu vite ici, mais les travaux évidemment d'approfondissement qu'on va réaliser et qui feront l'objet de rendus écrits et probablement peut-être d'un webinaire spécifique. En fait, c'est très bien. Oui, Vincent, moi je voudrais bien ajouter là ce que vient de dire Olivier, donc Nicolas Portier. C'est que, encore une fois, parce qu'il y a eu des confusions, qu'on a présenté ces premières cartes dès le printemps 2020, nous étions sur une analyse de l'exposition. Donc ce n'est pas prédictif. Justement, ce qui sera intéressant, c'est de voir entre des résultats théoriquement attendus et ce qui se passe dans la vraie vie. D'abord, on ne pourra pas se comparer à la crise de 2008-2009. D'abord, elle n'est pas de même nature. Elle n'affecte pas les mêmes activités. Alors, en partie avec certaines filières industrielles qui sont très impactées, comme c'était le cas en 2008, mais il y a d'autres secteurs qui n'étaient pas du tout impactés en 2008, qui le sont beaucoup plus. La saison touristique de 2008-2009, elle a été excellente. En Corse, ça avait été extrêmement dynamique. Là, au contraire, la saison 2020 a été une catastrophe. Donc, on a des impacts assez différents. Donc, il ne faut pas raisonner. Et puis, surtout, les réponses publiques ont d'ores et déjà été très différentes. 2008-2009, il n'y a pas eu le chômage partiel. Nous avons très massivement socialisé en 2020 par les prêts garantis, par le chômage partiel, par les reports de charges, les impacts premiers de la crise. Mécanisme amortisseur qui n'avait pas été déclenché de la même façon en 2008-2009. Donc, quand on regarde le degré d'exposition, c'est vraiment pour voir les secteurs exposés. On n'est pas dans la prédiction de ce qui va se passer, parce que déjà, les mécanismes nationaux sont différents. Et puis après, on regardera aussi les réponses locales. Sur le tourisme dont parlait Sandra dans sa question, Sandra Moati,
On voit très bien que le choc, la fermeture des frontières, on n'avait pas eu exactement la même chose en 2008-2009, même s'il y avait eu quand même une atténuation du tourisme international, pas du tout dans la proportion qu'on a connue en 2020. Et c'est ce qui fait qu'on avait pu constater, par exemple, que les métropoles, les grands centres urbains avaient relativement bien résisté à la crise. Ça avait été un débat avec Laurent Davzy de 2009, enfin 2008-2009. Alors que là, ils sont beaucoup plus exposés par la structure, notamment du tourisme urbain, à savoir le tourisme de congrès, le tourisme de grands événements. On voit bien qu'il y a eu des reports de consommation touristique l'été dernier vers des territoires beaucoup plus diffus. Et donc, on a aussi des phénomènes nouveaux liés à la structure de cette crise qui n'a rien à voir avec celle de 2020. De 2008, pardon. 2008, en revanche, on avait trouvé en effet des impacts très puissants, pour rappel, sur les bassins de sous-traitance industrielle. Ça, il est certain que certains bassins de sous-traitance, dans les filières exposées automobiles et aéronautiques notamment, vont connaître aussi des chocs qui seront de nature plus similaire. Mais ce ne sera pas toute l'industrie, puisqu'on voit bien que pendant la crise sanitaire, tout ce qui est agroalimentaire, pharmaceutique, Olivier l'a dit, a très bien fonctionné. Donc on a à la fois des choses qui vont ressembler, mais aussi beaucoup de différences par rapport aux crises précédentes, tant en termes de nature de choc qu'en termes de nature de réponse publique à ces premiers impacts de la crise. Isabelle? Oui, non, c'est pour compléter ce que dit Nicolas. Je comprends qu'il y a effectivement des différences, mais nous, ça nous intéresse d'avoir justement un peu de voir la comparaison des deux et de bien identifier les facteurs, enfin comment ça a impacté le territoire, et ce qui nous permet aussi en creux de voir l'évolution du territoire en 10 ans, quoi. Donc, même si les impacts de la crise ne sont pas les mêmes, ça nous donne aussi l'occasion de voir un peu comment le territoire se portait en 2008 et aujourd'hui. C'est aussi une manière de voir les évolutions. Donc, après, je suis complètement d'accord avec ce que dit Nicolas, mais nous, ça peut être utile quand même de regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans et aujourd'hui. Oui, c'est prévu. D'ailleurs, sur la plateforme, il y a une carte qui croise la capacité de résilience des tissus économiques locaux au choc de 2008, qui est mesuré par l'effet local de l'emploi entre 2007 et 2009, croisé, alors non pas avec des éléments de suivi encore à ce stade, mais avec justement le degré d'exposition a priori des tissus productifs. Et on a dressé une typologie assez sommaire en 4 catégories. Grosso modo, les territoires très résistants et sous-exposés, très résistants au choc de 2008 et sous-exposés a priori au choc actuel. Les territoires très résistants en 2008, surexposés au choc actuel. Et puis les deux autres qui sont l'inverse, les territoires très impactés et très exposés, les territoires très impactés et sous-exposés aujourd'hui. Et effectivement, on va regarder, on pourra fabriquer des typologies pour voir effectivement les territoires qui auront été très impactés en 2008 et qui l'auront été en 2020, 2021, etc., etc. Donc oui, c'est un sujet aussi évidemment qu'on va traiter, cette mise en perspective pour mettre justement en lumière le fait que cette crise a une nature évidemment différente, mais aussi a des conséquences potentiellement très différentes d'un territoire à l'autre par rapport à la crise précédente. Et du coup, ça appellera des recettes, des réponses qui seront sans doute aussi différentes, et notamment sur la question de la consommation. Parfait. Du coup, toutes vos remarques, ça permet de répondre à la question d'Audrey, est-ce que la dynamique économique locale sera prise en compte? Je crois que vous avez répondu notamment avec l'effet local. J'en profite pour prendre d'autres questions. De Carole, avez-vous intégré dans la prise en compte de vos flux e-commerce, e-sport rémunéré, la e-formation payante, etc., etc. En gros, toute la problématique du digital. Non, ce n'est pas possible malheureusement. C'était un phénomène, entre guillemets, assez marginal par rapport aux grandes masses de revenus par le passé. Il est clair qu'aujourd'hui, avec les transformations qui sont impulsées par la crise, ça risque de devenir un phénomène de plus en plus significatif et il va falloir qu'on trouve des solutions pour essayer de les intégrer dans nos méthodes d'analyse. Mais à ce stade, non, ce n'est pas possible. Alors, quand il est mentionné la notion de plateforme, je lis en même temps, hein, cela fait référence à quoi? Ah, on n'a pas été clair. Vous verrez à la fin du support qui vous sera communiqué, vous aurez un lien qui vous permettra de vous connecter à la plateforme cartographique de l'Observatoire, sur lequel on dépose régulièrement des cartes avec des éléments de commentaires et d'analyse assez comment dirais-je,
très rapides, très synthétiques, et qui seront complétés par les différentes productions dont on a parlé, des notes de synthèse, des cahiers de recherche. Donc, vous pourrez vous connecter directement à cette plateforme et accéder aux différentes cartes que l'on produit. Plateforme qui, je le précise, va considérablement évoluer dans son ergonomie, hein, puisqu'on l'a lancée très rapidement et aujourd'hui, on va développer des nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez vous y promener de manière beaucoup plus aisée. Autre question, c'est est-ce qu'on va mesurer l'impact de la crise sur les ressources fiscales des territoires, Olivier? Idéalement, il faudrait. J'avoue que pour le moment, d'un point de vue, c'est-à-dire macro, à l'échelle de tous les territoires, c'est compliqué. C'est des travaux que nous conduisons par ailleurs avec certains territoires, alors dans le cadre de missions qui n'ont rien à voir a priori avec l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette sur l'ouvrage et on va y réfléchir, notamment avec la DCF, et essayer de voir quelles méthodes on pourrait mettre en œuvre pour présenter quelques éléments à caractère peut-être prospectif sur quels pourraient être les impacts fiscaux de la crise sur le budget des collectivités. Oui, c'est une question, mais pour le moment, elle n'est pas traitée. Vincent, premières analyses, une mission d'évaluation constante du député et président de la délégation de l'Assemblée nationale aux collectivités, Jean-René Cazeneuve. Donc, c'est un travail, et puis nous sommes en échange avec Bercy, la DGFiP et la DGCL sur ce point. Donc, pour le moment, ils ont fait des extractions, malheureusement, un peu par strate de collectivité. On leur a demandé, il y a 15 jours, de faire une analyse beaucoup plus territorialisée. Les premiers impacts sur les recettes fiscales, ça a été essentiellement en 2020 sur l'assiette du versement mobilité, pour les agglomérations notamment, les métropoles qui lèvent le versement mobilité, puisque dès l'année 2020, il est assis sur les masses salariales, et les impacts immédiats ont été ceux du chômage partiel, parce que ça a sorti de l'assiette du versement mobilité. Et donc, certains territoires, nous avons déjà des chiffres, ont été très impactés par le chômage partiel qui a rétroagi sur l'assiette du versement mobilité. Ça, c'est pour ce qui en est des intercommunalités. Les droits de mutation, en juillet dernier, le gouvernement pensait qu'il allait avoir une chute. Il y a eu au contraire près d'1 million de transactions immobilières dans l'année, donc les droits de mutation ont très bien tenu. Pour les intercommunalités, ce qui va se jouer, c'est 2021 avec la CVAE. Et donc ça, de manière surprenante, le choc sur la CVAE, alors que le PIB normalement, la valeur ajoutée, la cotisation valeur ajoutée est proche du PIB. Alors que le PIB a chuté de 8%, on n'a pas du tout les mêmes prévisions de chute de CVAE, c'est plutôt autour de 1 ou 2%. En revanche, nous constatons déjà une très grande différenciation entre territoires sur la CVAE. Donc certains vont avoir des croissances de CVAE, c'est surprenant, d'autres vont avoir des chocs beaucoup plus importants. Vous savez que sur la fiscalité locale, il y a un effet différé. Nous avons des assiettes sur la taxe foncière, par exemple. Elle est plutôt robuste, elle ne va pas être trop affectée. Les valeurs locatives n'ont pas bougé avec la crise. Donc, certaines assiettes sont plutôt peu impactées par la crise. D'autres vont être beaucoup plus exposées à la crise, notamment la cotisation valeur ajoutée des entreprises, que j'ai dit du versement mobilité. Il y a quelques impôts qui seront sensibles, la taxe de séjour également. Et puis, il y a ce qui est lié à la crise économique elle-même, mais il y a ce qui est lié aussi à la réponse des acteurs publics, puisque certains territoires ont annulé ou dégrévé leur fiscalité, donc ils ont accepté, c'était une forme de soutien aux acteurs économiques, de ne pas percevoir ou de baisser leurs cotisations foncières. Et donc, tout ça est en cours de mesure d'évaluation. Il y aura ce qui sera l'impact de la crise sur les assiettes elles-mêmes, fermeture d'entreprises, baisse des salaires, etc. Et il y a ce qui va correspondre davantage à des mesures fiscales prises par les pouvoirs publics, parce que vous savez déjà qu'il y a un allègement des impôts de production qui a été décidé. Donc, il faudra faire bien une analyse fine, mais ça, c'est en cours. Je propose qu'on réponde brièvement aux 2 dernières questions et après, Olivier, tu enchaînes la séquence 2. Est-ce que les jeux de données de votre étude seront disponibles, notamment par EPCI ? Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, autant sur les éléments d'exposition, on était en mesure de les produire à l'EPCI. Vous allez voir que ce que je vais vous présenter par la suite, malheureusement, les informations ne sont pas disponibles à l'échelle des EPCI, mais à l'échelle des zones d'emploi. Ça n'est qu'à partir de juin qu'on pourra produire des éléments de suivi et d'impact réel sur les questions économiques et sociales à l'échelle des EPCI. Et oui, si des personnes souhaitent disposer des données, entre guillemets, brutes, on pourra les mettre à disposition. Est-ce qu'un focus sur les activités artisanales et agricoles sera également réalisé ? Sous-entendu, le secteur industriel est beaucoup évoqué et pas suffisamment la partie agricole et artisanale. Alors, c'est tout à fait possible dans la mesure où l'OITC cherche à se mettre à la disposition
entre guillemets, de ses membres et des acteurs des territoires. Si c'est une problématique qui émerge comme étant d'un intérêt essentiel pour un grand nombre, évidemment, on essaiera de procéder à des éléments d'analyse fins sur cette question. D'autant plus que, par ailleurs, on travaille avec la Chambre régionale des métiers d'Auvergne-Rhône-Alpes pour qui, justement, on produit, alors pas dans le cadre de l'OITC, par ailleurs, mais on fait la passerelle entre ce qu'on fait ailleurs et ce qu'on fait au sein de l'OITC. On produit des éléments d'étude et d'analyse sur les impacts de la crise dans les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes sur l'artisanat. Donc oui, ce sera traité du coup, si c'est une question qui émerge. Les autres questions, on le fera dans la séquence 2. Tu enchaînes, Olivier? Oui, donc là, comme l'avait bien respécifié Nicolas, on était sur des éléments d'anticipation, pas de mesure. Je vous présente maintenant des premiers éléments de mesure, donc à l'échelle des zones d'emploi, puisque nous n'avons pas de données encore disponibles à l'échelle des intercommunalités. Donc vous avez ici, à l'échelle des zones d'emploi françaises, l'évolution de l'emploi salarié privé entre, en haut à gauche, le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020. Ensuite, en haut à droite, l'évolution de l'emploi salarié privé entre le T1 2020 et le 2e trimestre 2020. Et ensuite, l'évolution de l'emploi salarié privé, toujours à l'échelle des zones d'emploi, entre le 2e trimestre 2020 et le 3e trimestre 2020. Donc, cette carte en haut à gauche, elle mesure les impacts des 15 premiers jours de la crise, après le confinement. Et vous n'avez que des territoires en rouge, sauf une zone d'emploi, une petite zone d'emploi qui est située au sud de la région centre. Donc, ce qui est assez fascinant avec cette crise, c'est que son impact a été immédiat et quasi instantané. C'est-à-dire qu'en seulement 15 jours de crise, on a enregistré dans l'ensemble des territoires français des baisses de l'emploi et des baisses qui pouvaient être particulièrement intenses, parce que pour les zones d'emploi qui sont en rose vif, en rose foncé plutôt, pardon, comme celle par exemple située dans les Alpes, on a observé des impacts qui sont de l'ordre de moins 4,5 à moins 8,5% de baisse d'emploi. Donc, non seulement on a des baisses qui sont tout à fait significatives pour un très grand nombre de territoires, et en plus de ça, c'est ce qu'on en voit, c'est qu'en seulement 15 jours, ces impacts ont été considérables. Après, en termes de géographie plutôt globale, il est difficile d'identifier des grands blocs homogènes, même si on voit bien effectivement rejaillir les Alpes. On voit aussi que ce grand quart nord-est rhône-alpin a quand même été plutôt fortement impacté par des baisses d'emploi significatives. Nos territoires un peu transfrontaliers, notamment de Franche-Comté, ont plutôt été impactés. Les territoires situés au sud du Luxembourg ont aussi été relativement impactés. Et puis, on a quelques zones d'emploi un peu isolées qui ont été assez frappées. On revoit en revanche que les zones d'emploi franciliennes, les impacts ont été plutôt plus modérés qu'ailleurs, ce qui vient rentrer entre guillemets en contradiction avec la carte sur le degré d'exposition. Mais attention, ici, on n'est qu'au premier trimestre. Et c'est là où, pour le moment, il nous est quasi impossible de tirer des enseignements généraux. On va de continuer à suivre les choses sur un temps relativement long avant de pouvoir commencer à poser des conclusions sur le pourquoi les territoires se sont montrés plus résilients qu'attendus ou pourquoi ils se sont montrés moins résilients qu'attendus. Ensuite, le choc au deuxième trimestre. On voit qu'on a encore une majorité de zones d'emploi en rouge. Donc, une majorité de territoires, de zones d'emploi de France ont continué à enregistrer des pertes d'emploi dans le prolongement du premier impact observé au premier trimestre. Et on voit que ces baisses ont pu être particulièrement significatives. Par exemple, en Corse, on a un grand nombre de zones d'emploi qui ont enregistré des pertes d'emploi supérieures à 15% entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, ce qui est absolument, comprise entre 5% et jusqu'à même moins 21,8% pour certaines zones d'emploi. Donc, le choc a été particulièrement intense. Il a été très rapide, quasi immédiat, je l'ai dit. Et il a frappé les territoires de manière, et c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, de manière assez hétérogène. La bonne nouvelle, c'est que quand même, dès le deuxième trimestre, on observe des zones d'emploi qui peut se réinscrire dans une trajectoire plutôt positive. On voit par exemple les zones d'emploi de Bordeaux, de Rennes, qui ont enregistré une augmentation de l'emploi au deuxième trimestre. On voit aussi la zone d'emploi de Valence, qui a vu son emploi progresser au deuxième trimestre. Et puis ensuite, le troisième, on déconfine, l'activité redémarre, et là, on voit une carte quasi exclusivement en bleu. Donc là, l'emploi redémarre à peu près partout, suivant des rythmes là aussi qui sont très hétérogènes, pour les zones en bleu clair qu'on retrouve aussi notamment massivement le long de la diagonale du vide, dans la grande périphérie francilienne, mais aussi à l'intérieur de la région Île-de-France, dans le grand bloc productif de l'Ouest français, comme je l'appelais tout à l'heure. On voit des progressions d'emploi qui sont comprises entre 0,1 et 2,2%.
Et puis, quelques zones d'emploi qui sont marquées par un dynamisme assez remarquable, notamment en Corse, où on voit que dans certaines zones, l'emploi a pu progresser entre le deuxième et le troisième trimestre à un rythme très rapide, compris entre 7% et 16%. Donc, des chocs géographiquement très hétérogènes, particulièrement intenses dans certains territoires, avec des capacités de rebond qui commencent à s'observer de manière assez différenciée. Et ça, David Lebras le disait tout à l'heure, ce qui va être aussi déterminant, parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé d'exposition et maintenant de suivi des impacts, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de rebond. Et notamment, la deuxième hypothèse que l'on formule à ce stade, c'est que si les locomotives apparaissent comme étant a priori les plus exposées, elle devrait très probablement être dotée des plus fortes capacités de rebond. Donc, si dans un premier temps, il est tout à fait possible qu'on observe une espèce de mouvement de réduction des inégalités territoriales les plus dynamiques des territoires convergents vers les moins dynamiques, il était très probable que ces territoires anciennement dynamiques, comme ils seront dotés des plus fortes capacités de rebond, vont repartir beaucoup plus vite que les territoires wagons qui vont rester sur des trends de développement assez modérés, puisque même s'ils vont être moins impactés par la crise, ils seront malgré tout impactés, notamment dans le domaine de la consommation. Et donc, du coup, si on essaye de synthétiser ces trois cartes, ça nous donne la carte suivante qui met ici en perspective l'évolution de l'emploi salarié, toujours dans nos zones d'emploi, entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020. Et donc, en gros, ici, vous avez une carte qui vous donne les zones d'emploi qui ont récupéré leur stock d'emploi avant crise. Donc, on a une vingtaine de zones d'emploi qui sont en bleu. Ce sont celles qui, sur la période observée ici, ont effectivement enregistré une légère augmentation de l'emploi. Augmentation qui est comprise entre 0,1 et 3,7%. On voit donc que ces zones d'emploi qui sont revenues à un niveau antérieur à la crise en termes d'emploi sont très peu nombreuses, quand toutes les autres ont été marquées au global sur l'ensemble de la période par une baisse généralisée de l'emploi salarié privé, suivant des rythmes qui peuvent être une fois de plus particulièrement intenses. Vous voyez, pour les zones d'emploi qui sont en rouge vif, c'est des baisses qui sont comprises entre moins 4,9 et moins 9,7% de l'emploi salarié privé. Ces zones d'emploi s'observent notamment assez largement dans les massifs et en Corse, donc les zones d'emploi plutôt touristiques. Donc on retrouve bien ici quand même, pour partie, un peu la géographie qu'on observait à la lecture, notamment du degré d'exposition macroéconomique et du degré d'exposition des tissus productifs marchands. Ensuite, une autre façon, alors ce que je n'ai pas dit quand même pour que vous ayez quelques chiffres assez macro en tête, avoir à l'esprit l'intensité de cette crise. Pour l'avoir en tête, vous voyez qu'au premier trimestre, c'est les chiffres qui sont posés ici en bas à droite. Au niveau national, les pertes d'emplois salariés privés au premier trimestre s'élèvent à peu près 478 000 emplois perdus. C'est absolument considérable et colossal. Au deuxième trimestre, le choc a été moins violent, c'est moins 160 000 emplois perdus. Et le troisième trimestre, on rebondit, on en crée 337. Donc on voit bien qu'évidemment, ces 337 000 emplois créés n'ont pas permis de compenser le choc observé aux deux premiers trimestres. Et effectivement, sur l'ensemble de la période, c'est le chiffre qui figure ici en haut à gauche, au niveau national, on a à peu près perdu entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020 à peu près 300 000 emplois salariés privés. Donc ce choc est considérable. En plus, très probablement, nous sommes en attente des données du quatrième trimestre qui ne devraient pas tarder à être publiées par les URSSAF, compte tenu du reconfinement, du nouveau ralentissement de l'activité économique qui sera probablement moins violent que celui observé évidemment au premier trimestre et même au second. On va à nouveau rentrer dans un trend de baissier. Donc, regain au troisième trimestre, mais qui va être sensiblement altéré par le ralentissement du quatrième trimestre. Et là, on va probablement à nouveau avoir une carte très en rouge quand on va observer les dynamiques de l'emploi entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Et vous avez un petit tableau ici qui vous liste les zones d'emploi qui ont sur l'ensemble de la période, donc du quatrième trimestre 2019 au troisième trimestre 2020, enregistré une augmentation globale de leurs emplois. On en trouve beaucoup, vous voyez, dans les DOM-TOM. Qui récupèrent leur niveau d'emploi d'avant-crise, notamment à La Réunion et à la Martinique. On a deux zones d'emploi qui ont observé une évolution positive de l'emploi sur les 3 trimestres. Ensuite, une autre façon d'appréhender les impacts de la crise, toujours à l'échelle des zones d'emploi, puisque seules à cette échelle sont disponibles les informations relatives aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire à l'évolution du chômage. Vous avez une première carte, celle qui figure en bas à gauche, en grand format, qui porte sur l'évolution des demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais c'est important de l'avoir à l'esprit.
Pôle emploi recense plusieurs catégories d'emplois. Vous avez ce qu'on appelle la catégorie A, où là, vous avez des demandeurs d'emploi qui sont immédiatement disponibles et en recherche effective d'emploi. C'est ce qu'on pourrait qualifier trivialement de chômeur total. Ensuite, vous avez les B et les C. Ce sont les chômeurs qui sont à la recherche d'un emploi, mais qui ont travaillé plus ou moins de 78 heures dans le mois. En gros, ce sont les travailleurs précaires. Et notamment, ce que l'on a bien vu avec cette crise, c'est que, comme toujours, mais plus encore que d'habitude, ce sont les travailleurs précaires qui ont principalement servi de variable d'ajustement. Et du coup, ça a une très forte traduction dans les chiffres sur la dynamique de la demande d'emploi. Donc, lorsque vous observez cette dynamique des demandes d'emploi entre le 4e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020, ici, on a une carte qui rentre encore plus en correspondance avec les cartes sur les niveaux d'exposition. On voit que les territoires qui ont été les plus frappés, donc en rouge foncé, c'est-à-dire qui ont enregistré la plus forte augmentation des demandeurs d'emploi sur la période, ce sont les zones d'emploi du Grand Quart Nord-Est rhône-alpin, des zones d'emploi frontalières, notamment de Franche-Comté, quelques zones d'emploi d'Alsace, les zones frontalières du Luxembourg, Toulouse, qui a été frappée notamment en son cœur, puisque l'industrie aéronautique a été mise à l'arrêt quasiment, et puis les zones d'emploi franciliennes et le sud-ouest, qui est très dépendant notamment de la dynamique économique francilienne. Donc là, cette carte-là, elle rentre assez étroitement en résonance avec notre carte, notamment sur les revenus exposés. On voit qu'un certain nombre de zones d'emploi, notamment de la diagonale du vide, ont plutôt continué à enregistrer une baisse de la demande d'emploi durant les 3 trimestres. Donc ça aussi, ça rentre assez nettement en écho, notamment la dynamique observée en Languedoc-Roussillon, par exemple, avec cette idée que les territoires wagons demeure, a priori, et au regard des premiers éléments d'analyse et de suivi, moins exposés et donc un peu moins impactés à ce stade que les territoires locomotives, qui étaient donc les territoires franciliens, les territoires du Grand Quart Nord-Est rhône-alpin, etc. Et en complément, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est ce que je vous détaillais tout à l'heure, vous avez ici la carte de l'évolution des demandeurs d'emploi par catégorie. Et ici, vous avez en haut à droite donc l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie A. Et ça vient renforcer encore plus cette impression que les territoires locomotifs sont les plus impactés, notamment avec l'apparition de ce bloc productif de l'Ouest français qui a enregistré une très forte augmentation des demandeurs d'emploi de catégorie A. Et qu'est-ce qui s'est passé en règle générale, mais ça, il va falloir qu'on l'observe finement à l'échelle des territoires, c'est qu'en tout cas au niveau national, ces travailleurs précaires qui étaient recensés par Pôle emploi comme étant des demandeurs d'emploi de catégorie B et C sont venus alimenter en quelque sorte, en perdant leur emploi précaire, sont venus alimenter les catégories A. Et c'est pour ça qu'on a observé une véritable explosion sans précédent du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, notamment en avril 2020. Juste un chiffre, on a observé en avril 2020 une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de 876 000. Le précédent historique était de 75 000 en avril 2009. Donc, on est sur un choc de x10. Donc, on mesure une fois encore l'intensité phénoménale de cette crise au niveau macroéconomique, mais même dans certains territoires, on voit que la demande d'emploi progresse très rapidement. Et donc, du coup, cette progression des demandeurs d'emploi, elle a certes été très fortement alimentée par les catégories B et C, donc ces travailleurs précaires, qui sont du coup devenus des chômeurs totaux, puisqu'ils ont perdu leur travail précaire. Et puis, avec la reprise, ce qui s'est passé, c'est qu'une part importante des demandeurs d'emploi de catégorie A sont redevenus des B et C. Donc, il y a une opération de vase communicant qui s'opère entre les catégories et qui est le reflet notamment de la structure économique locale, plus que très souvent, notamment, par exemple, les travailleurs précaires exercent leur activité, notamment dans le tourisme. D'où l'explosion notamment des demandeurs d'emploi de catégorie A dans les territoires au profil très touristique. Donc ça aussi, ce sont des éléments d'analyse que nous allons traiter de manière un peu spécifique, qui sont assez pointus, mais qui sont assez illustratifs du caractère différencié d'un territoire à l'autre de la crise. Aussi, je voudrais insister sur un phénomène, ce sont des cartes que l'on va bientôt produire. L'URSSAF met à notre disposition, en plus des données sur l'emploi salarié privé, les données sur la masse salariale. Et ce que l'on voit, c'est que tendanciellement, les dynamiques de baisse de la masse salariale recensées par l'URSSAF ont été beaucoup plus fortes que celles de l'emploi. Et ça nous permettra d'avoir à un niveau territorial des éléments d'information sur les effets de la mise en œuvre du chômage partiel. Puisque, effectivement, et Nicolas l'a dit tout à l'heure, si l'emploi a baissé, il a quand même été largement maintenu par les mesures gouvernementales de mise en œuvre du chômage partiel qui ont permis de préserver l'emploi, mais dont le paiement de la masse salariale n'est plus réalisé par le canal classique,
en raison du chômage partiel. Et donc, on verra un effondrement dans certains territoires de la masse salariale, puisqu'une grosse partie va être compensée par le chômage partiel, tandis que l'emploi va plus ou moins se maintenir. Donc, on aura des éléments complémentaires sur ces aspects qui permettront, là encore, d'un peu mieux comprendre les impacts différenciés de cette crise et surtout les effets bénéfiques qui sont générés par les différentes mesures gouvernementales. Toujours dans le prolongement, et ça renvoie aux questionnements qui ont été posés tout à l'heure sur la fiscalité, on va introduire dans nos analyses maintenant des éléments d'impact, non plus uniquement sur l'emploi, mais sur les entreprises. Et ça, vous devez le savoir, ce qu'on a observé, c'est un phénomène d'une certaine manière assez singulier, mais là aussi, ça renvoie à l'efficacité des mesures gouvernementales qui ont été prises. Les défaillances d'entreprises en 2020 ont été nettement inférieures à celles qu'on a pu observer en 2019. C'est comme si l'économie française, avec les différentes mesures prises, avait été mise sous cloche. Et moi, ce que je crains, alors j'ai un petit côté Cassandre, c'est que lorsque ces mesures vont commencer à être levées, et là on va rentrer dans cette période, on va observer une multiplication des défaillances d'entreprises, donc ce qui va générer un effondrement de l'emploi, donc une augmentation du chômage, et aussi ce phénomène aura un impact mécaniquement, notamment sur la CVAE, alors qui sera reporté, puisque je crois qu'il y a des différentiels d'années entre le moment du prélèvement et le versement. Mais donc, on va aussi évidemment introduire ces éléments d'analyse pour voir comment les tissus d'entreprise se comportent, particulièrement en 2021, avec les différentes mesures gouvernementales qui vont probablement commencer à se lever. Voilà pour les éléments que j'avais à vous présenter sur ces premiers aspects. Merci beaucoup, Olivier. On a plein de questions et je vais démarrer par des questions techniques sur, en fait, avec quelles données on travaille. Est-ce que vous travaillez avec l'enquête annuelle de besoins de main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi? Non, pas à ce stade. C'est un outil qu'on n'a pas l'habitude de mobiliser parce qu'il nous a souvent été assez critiqué par les spécialistes de ces questions. Donc, il est vrai qu'on n'a pas spontanément pensé là à le mobiliser. Après, ça, c'est peut-être une question que je pose à la personne qui me pose la question. Je ne sais pas si comment dirais-je, les délais de production de l'enquête sont suffisamment rapides, en tout cas aujourd'hui, pour mesurer les impacts de la crise. Mais c'est une piste qu'on doit creuser. Je la retiens et on va regarder ça de plus près. Les données sur les demandeurs d'emploi sont celles de l'INSEE ou de la DARES? Alors, ce sont celles de la DARES qui sont recueillies auprès de Pôle emploi. Et effectivement, on n'a pas mobilisé à ce stade les données qui sont retravaillées par l'INSEE sur le taux de chômage, parce qu'elles nous semblaient, là, on est sur des logiques de définition très différentes. Et à la lecture du taux de chômage, notamment au premier et deuxième trimestre, dans beaucoup de zones d'emploi, le taux de chômage continuait à baisser, alors qu'on observait une explosion des demandeurs d'emploi. Donc, non pas que ce soit incohérent, c'est juste qu'on est confronté à des problématiques de définition qui nous semblaient introduire de la complexité dans la lecture des informations. Et pour le moment, on a mis de côté ces éléments d'information. Parfait. Est-ce qu'on a un partenariat avec la Banque de France afin de suivre l'évolution de la santé financière des entreprises? Alors ça, la DCF pourra en parler. Voilà. Ils ont un partenariat avec eux. Ils ont déjà produit des choses. Et nous, on milite fortement à l'OITC pour pouvoir partager ces éléments d'information avec eux. Je laisserai à la DCF répondre à cette question. Oui, on va voir avec la Banque de France, mais enfin, en tout cas, la contribution de la DCF, puisque ce travail que nous avons demandé à la Banque de France sera livré, bien sûr, dans notre contribution à l'Observatoire. Qu'est-ce que ça dit, justement? C'est déjà disponible. Enfin, le support remis par la Banque de France est déjà disponible. On va le traduire dans une note, mais il est déjà disponible sur notre site. Qu'est-ce que nous avons voulu regarder? C'est le niveau de dette des entreprises. Notamment, il était évoqué tout à l'heure les emplois de proximité, notamment la catégorie très exposée des cafés, hôtels, restaurations, et hôtels-restaurants, donc ce qu'on appelle les CHR. Donc, le niveau d'endettement des entreprises a cru partout. Ce n'est pas parce qu'elles se sont endettées que forcément elles ont puisé dans la trésorerie. Parfois, ça a été des prêts garantis, un peu de précaution. Donc, il faudra regarder dans le temps. Mais c'est vrai que la dette a explosé. Donc, il y a un sujet sur la dette publique avec le mécanisme puissant de chômage partiel. Enfin, on a reporté quand même, on a pris près de 20 points de dette publique sur le PIB supplémentaire de 2020. Mais il y a aussi la dette privée, à savoir des entreprises. Donc, on regarde de très près ce niveau d'endettement pour voir comment les entreprises vont faire face à leurs problèmes de solvabilité. Comme l'a dit Olivier, les taux de défaillance sont paradoxalement chutés en 2020. Donc, les ajustements de l'emploi qu'on voit, c'est surtout sur les contrats courts, non renouvelés.
des gens qui ne sont pas toujours retournés vers le marché du, vers le marché du travail, qui ne sont pas toujours redéclarés à Pôle emploi, ce qui fait qu'en octobre-novembre, on avait un niveau de chômage historiquement faible. Mais en revanche, et c'est pour ça que les données emploi, en solde d'emploi, sont plus intéressantes, parce qu'on voit les destructions d'emplois à travers le nombre d'emplois créés ou détruits, et c'est surtout les emplois, les CDD, les emplois intérimaires, c'est surtout cette variable d'ajustement qui a fait des difficultés. Donc on voit combien Olivier a présenté, plusieurs centaines de milliers. L'OFCE, pour information, dit que sans les mécanismes nationaux qui ont été mis en œuvre, l'OFCE évalue à peu près à 3 millions les destructions d'emplois qu'il y aurait eu. Donc on a réduit quand même par 10, si vous voulez, l'impact de la crise en première année. Alors maintenant, ce qu'on regarde pour l'avenir, avec la Banque de France, c'est en effet le niveau d'endettement des entreprises. Alors c'est un critère, et en effet, dans certaines catégories, sur les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, ça a été multiplié par 7, les encours de crédit court terme. Donc en effet, comment les entreprises vont faire face ? Alors, elles sont accompagnées, mais de plus en plus, les collectivités, l'État les aident à payer leurs coûts fixes, les loyers. Donc, il y a eu des subventions indirectes à travers le chômage partiel, mais c'est vrai que la grande question qu'on va avoir en sortie d'année de confinement, confinement, reconfinement, déconfinement, bon, ça sera surtout de retrouver des modèles économiques qui permettront quand même de retrouver des chiffres d'affaires pour pouvoir faire face à des échéances. Et nous avions travaillé avec la Banque de France avant même la crise, et elle a actualisé les données que nous avons à l'entrée de crise, c'est de voir la part de l'emploi dans les intercommunautés françaises située dans des entreprises qui étaient jugées financièrement fragiles. La Banque de France appelle sa cotation, les cotations 5 et 6, qui montraient en effet, ça nous avons déjà des cartes, sur la fragilité au moment de l'entrée dans la crise, la fragilité financière des entreprises. Et nous actualiserons avec la Banque de France ce travail pour voir en effet la santé financière des entreprises dans les territoires, et leur capacité à faire face à ce surendettement généré par la crise Covid. Parfait. Est-ce que ces travaux prennent en compte les emplois transfrontaliers ? Alors, dans les revenus pendulaires, oui, mais par anticipation. Et on les a considérés comme étant très exposés, suivant qu'évidemment, il y a différentes catégories d'emplois transfrontaliers. Donc ça, ce serait peut-être une problématique à part entière à explorer, puisque quand même, en tout cas, on le voit bien, en termes de chômage, en tout cas, clairement, vous prenez par exemple le Genevois français, en termes de chômage, on observe une très forte progression du nombre de demandeurs d'emploi, alors qu'en plus, ici, on était sur un territoire plutôt dynamique, et particulièrement dynamique avant crise. Donc on voit bien que quand même, la carte sur l'évolution des demandeurs d'emploi et même certaines sur l'emploi traduisent bien la surexposition et le surimpact des territoires frontaliers à la crise. Donc, il y a effectivement une question à creuser. Et donc, j'ai vu dans le chat qu'on nous soumettait, Vincent, tu le disais tout à l'heure, éventuellement une étude qui a été produite là-dessus. Ce serait très intéressant qu'on croise nos travaux et qu'éventuellement, on organise un temps d'échange et pourquoi pas un témoignage des producteurs de cette étude sur cette question. Quitte à faire un webinaire là-dessus aussi. Tout à fait. Est-ce qu'on aura des jeux de données de comparaison au regard des territoires d'industrie ? Alors oui, ça c'est une demande qui nous a été faite par la Banque des Territoires. On produira lorsque ce sera possible, et notamment, je le répète, à partir de juin. C'est là où on aura des éléments d'information à l'échelle communale. Donc du coup, nous pourrons produire des éléments d'analyse à toutes les échelles géographiques que l'on souhaitera, en dehors de l'infracommunal. Et donc du coup, il nous a été demandé aussi effectivement de produire des éléments, et notamment sectoriels, puisqu'on aura à la fois les éléments d'information à la commune, mais aussi à la NAF 700. Donc, on pourra refabriquer tous les regroupements sectoriels de notre souhait. Et donc, du coup, oui, on produira des éléments à l'échelle du périmètre des territoires d'industrie. On nous a même aussi demandé d'en produire à l'échelle des périmètres des territoires de montagne. Parfait. J'ai une question, mais là plus sur le fond. Comment interpréter la différence des évolutions d'emploi sur la région Bretagne, selon que l'on prend en compte uniquement la catégorie 1 ou toutes les autres catégories de demandeurs d'emploi? Tu as une idée? Je suis obligé de réfléchir. On ne peut pas tout savoir. Hein. Non, pour le moment, on ne peut pas tout savoir. Ouais. L'hypothèse que je formulerai, c'est que c'est justement une histoire de vase communicant. C'est-à-dire qu'on voit en fait une forte augmentation des A, mais il est possible que les B et C continuent à diminuer en Bretagne et à un rythme suffisamment soutenu pour faire que l'évolution de l'ensemble des demandeurs d'emploi soit à la baisse.
Donc, en gros, vous avez les A qui augmentent, mais qui augmentent moins vite que les B et C diminuent. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est l'hypothèse que je formulerai à ce stade. Et ça renvoie très probablement à la structure des emplois et aussi aux impacts réels de la crise dans ces zones d'emploi. C'est justement l'objet de cet observatoire, c'est qu'on produit des cartes, donc on ne peut pas faire des analyses sur tout, mais en revanche, si vous saisissez de ces données, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos hypothèses et de vos analyses. Qu'on confronte ces hypothèses et ces analyses, d'accord? Elles seront d'autant plus robustes. Est-ce que je vais prendre d'autres, je ne sais plus, voilà. Ah oui, j'avais une dernière. Pour revenir au digital, les secteurs de second ordre de proximité sont peut-être aussi ceux qui passent le moins, je lis en même temps, hein, par le digital, comme l'hôtellerie, la restauration, les spectacles, ce qui montrerait en creux l'importance d'une stratégie numérique des territoires. Très bonne remarque. Très bonne hypothèse. Question, prévoyez-vous d'intégrer en complément des indicateurs économiques des indicateurs de vitalité démocratique des territoires? Alors ça, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose qu'on avait envisagé à ce stade, puisque comme vous voyez, on a déjà pas mal de boulot. Et il est vrai qu'on a un prisme, on le reconnaît et on l'assume pour le moment, très économique et social. On va essayer de traiter la question fiscale, et ça on verra avec la DCF, mais si c'est conduit par ailleurs, on ne va pas s'inscrire dans des logiques de redondance et on cherchera à s'articuler à ce qui est fait par ailleurs. Après, sur ces aspects de démocratie locale et participative, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas? C'est à discuter avec nos partenaires. Mais j'ai peur aussi qu'ils embrassent trop mal les trains, c'est-à-dire qu'à vouloir traiter trop de problématiques, on risque in fine de tout survoler et peut-être de ne pas faire aussi bien que possible notre travail. Donc, je serai prudent et je ne répondrai pas de manière définitive à cette question. D'accord. Et dans la suite de cette même, c'est la même personne qui pose la question, est-ce qu'une analyse des capacités de rebond des territoires en fonction du maillage par typologie d'acteurs sera prévue par l'Observatoire? Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, mais en tout cas, nous, ce que l'on souhaite ardemment, et comme tu l'as dit Vincent, ce n'est pas uniquement produire de l'information descendante. C'est-à-dire, on ne se positionne pas ici comme des sachants qui construisent de la connaissance, qui l'interprètent et qui la livrent. Déjà, on doit chercher à construire du mieux possible les éléments d'analyse. Mais ensuite de cela, surtout ce que l'on va chercher à faire, c'est organiser, et là on en arrive à la conclusion, des remontées d'informations terrain. Donc pour le moment, on a une idée de la façon dont on va procéder, mais on doit en discuter avec nos partenaires et nos contributeurs. Mais l'idée, ce serait, dans un monde idéal, ce serait d'arriver à croiser des cartes de contexte avec une cartographie des écosystèmes d'acteurs et des actions qui sont engagées dans le cadre de la relance. Autant vous dire qu'avant-hier, on n'avait pas vraiment d'idée sur comment faire. Depuis hier, on a une idée, mais il faut qu'on s'assure, avant de vous en parler, de son opérationnalité. Absolument. Donc, ce que l'on souhaite en tout cas, c'est à moyen terme proposer une superposition cartographique de ce qui se passe sur le plan du contexte avec ce qui se passe sur le plan de l'action publique. J'ai une remarque, je change de sujet un peu. Il est intéressant, merci, dans la perspective des 3 ans d'études évoquées, de poursuivre ce partenariat afin d'analyser l'évolution de la dette des entreprises selon les secteurs d'activité, industrie, tourisme, etc., commerce. Oui. Ça, Nicolas, peut-être je te laisse répondre, mais oui, la Banque de France est en capacité de proposer des éléments sectoriels sur le niveau d'endettement des entreprises. Le premier travail que nous avons, en effet, déjà isole les CHR et s'intéresse aussi à l'industrie. Donc, nous sommes dans la communauté un peu d'animation du programme Territoire d'industrie, regardant aussi les impacts sur les secteurs industriels. Banque de France a fait aussi un travail en entrée de crise sur le pourcentage de l'emploi situé dans des entreprises exportatrices. Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu quand même, dans le premier choc notamment, on a eu quand même des fermetures, des problèmes d'approvisionnement. Et donc, il y a certains territoires, en effet, qui ont une orientation à l'export et un pourcentage de l'emploi situé de manière très importante dans des filières, des chaînes de valeur très tributaires de l'international. Donc ça, on regardera dans la durée, notamment ça rejoint la question sur les territoires d'industrie. Comme les territoires d'industrie sont composés d'intercommunalités communes, bien sûr, on pourra agréger les données sur la base de la géographie des territoires d'industrie. Alors, 3 sujets aussi que nous allons traiter. Donc, il y a à la fois les impacts sur la fiscalité locale. Ça, je pense qu'on livrera les travaux disponibles qui sont faits par ailleurs à l'Observatoire.
il y a le sujet, en effet, avec des analyses territorialisées et sectorielles sur la plus ou moins importante part d'endettement dans les différents secteurs d'activité, parce qu'il y a quand même des différences sectorielles très fortes. Il y a un troisième sujet que je voudrais évoquer aussi, que nous mettrons à contribution. Nous allons présenter la semaine prochaine les résultats de notre baromètre de la commande publique avec la Banque des territoires. Et donc, on pourra ensuite territorialiser les données pour voir comment s'est comportée la commande publique. Pour information, elle a chuté de 18% en 2020. Donc, nous regardons évidemment trimestre par trimestre la reprise de la commande publique au niveau national, dans les régions, dans les territoires. Et de voir comment elle va se situer dans la période de relance avec la perspective notamment des contrats de relance et de transition écologique dont nous avons parlé. À toutes les questions, est-ce que le diaporama est disponible? Cécile vient de mettre dans le chat le lien pour le télécharger. Donc, j'avais une question aussi avant de conclure. Est-il prévu et possible de mesurer la situation des emplois associatifs et de l'économie sociale et solidaire? Ça, c'est une question qui revient toujours. À ma connaissance, à l'échelle départementale, il me semble qu'on dispose de données sur l'emploi appartenant à l'ESS. Alors, à quel rythme de publication, je ne sais pas. Mais effectivement, il pourrait être intéressant de regarder si ce secteur-là s'est montré plus résilient finalement que les autres secteurs. C'est une piste de travail que nous pourrons explorer et qui constituerait en fait un micro-angle de réflexion tout à fait intéressant. Mais à ce stade, on ne l'a pas du tout traité. Parfait. Eh bien, comme il est 20 passé et que je ne vois plus tellement de questions, je propose qu'on se dirige tranquillement vers la conclusion et parler des suites de ce webinaire. Donc, évidemment, on va engager la production de nouvelles cartes. Et là, je profite aussi pour enfoncer le clou, c'est que n'hésitez pas à vous saisir de ces cartes, à produire des analyses, à nous faire part de ces analyses, parce que c'est ça, on veut vraiment développer cette communauté de réflexion et qu'elle soit le plus possible connectée au terrain et bien croiser observation et terrain. On va produire différents articles dans la collection Les Notes de la DCF. Peut-être là, Nicolas, tu veux préciser quelque chose ? Non, rapidement, non, on va essayer en effet de faire vivre l'observatoire avec tout ce qui a été dit en termes d'événements, mais c'est aussi toute cette production de notes. Donc, nous avions commencé donc il y a les cahiers de l'Institut CDC pour la recherche. Nous avons commencé, nous, à publier des notes, l'analyse des tissus économiques locaux avant crise. Ça sera très bien de poursuivre, si je réponds bien à ta question, Vincent, oui, mais... de poursuivre régulièrement, en effet, avec des zooms. Donc voilà. Là, nous travaillons sur la mise un peu en note du travail Banque de France, qu'on joindra bien sûr à la communauté de l'Observatoire. Et puis, on en fera aussi une certainement sur ce que je viens de dire sur la commande publique. Donc, l'idée, c'est que ça soit en effet des coups de zoom thématiques. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est très important, alors ça répond un peu à des questions qui ont été posées, c'est la réponse des acteurs locaux. C'est que par rapport aux effets attendus et les effets constatés, voilà, plutôt que de subir passivement, on a bien vu les acteurs locaux se réorganiser très fortement durant la crise pour trouver des débouchés pour les producteurs locaux, par exemple, etc. Donc, en effet, tout le monde n'a pas subi la crise de manière passive. Bien au contraire, il y a eu une résilience, une réorganisation. Même le tissu associatif, l'économie sociale solidaire dont on a parlé, a aussi beaucoup évolué, a repositionné son offre d'activité. Donc, c'est aussi ça qu'il faudra regarder, là, davantage peut-être par des monographies et des enquêtes auprès des territoires. Merci. On retrouvera aussi des informations sur le blog de la Caisse des dépôts. Isabelle, peut-être une info? C'est Diane qui va le dire. D'accord. Alors, Diane. Oui, non, simplement pour dire qu'effectivement, on va produire avec l'OITC. Donc, on a un blog des experts de la Caisse des dépôts sur lequel on met un certain nombre d'articles d'experts internes ou externes de la Caisse. Voilà, et donc on réalisera avec l'UITC un certain nombre d'articles sur différents sujets qui peuvent nous intéresser. Et puis, Isabelle l'évoquait en introduction, au moins la production d'un cahier de recherche cette année. Voilà. Mais parfait, c'est le lien avec l'autre point sur le lancement du projet de recherche avec le CNAM, donc, et ce cahier de recherche avec la CDC. Donc, on va engager ces travaux, on va mobiliser un certain nombre de chercheurs et j'espère aussi des étudiants, parce que ça serait intéressant de les impliquer dans ce travail.
on va organiser un deuxième webinaire. Et là, on va faire appel à deux experts, Olivier Bouba-Olga, qui est au conseil, c'est un chercheur, mais aujourd'hui qui travaille au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et David Kousker, qui est le patron de Trendéo. Donc, ça va être intéressant de croiser un peu leurs regards. On va engager un suivi longitudinal sur les 3 ou 4 territoires qu'on va suivre pendant 2 ans. Olivier, tu veux dire un petit mot là-dessus? Voilà. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va essayer de lancer ce travail à partir de juin. Donc, via notamment la DCF et la DGCF, on sollicitera un certain nombre de territoires une fois qu'on les aura, entre guillemets, pré-identifiés sur une base un peu statistique solide pour engager ce travail dont on définira les modalités opérationnelles plus tard. Mais ce sera vraiment un élément intéressant pour apporter un peu de chair à nos éléments explicatifs et identifier aussi un peu ce qui aura pu fonctionner ou dysfonctionner dans les territoires, notamment pour Et bien organiser sûr, on va relance. essayer d'organiser cette remontée d'informations de terrain et reprendre ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est essayer de faire en sorte que ça se croise un peu avec l'action qui est engagée sur les territoires et de voir comment on peut, d'une certaine façon, accélérer la relance. Il nous reste 5 minutes et je vais laisser la parole aux partenaires pour qu'ils parlent de leur actualité. Même 4. Qui commence? La DCF? Nicolas? Merci, je l'ai pas mal préparé. Non, notre actualité, nous, c'est bien sûr la relance. Territoire d'industrie, bien sûr, parce que beaucoup de choses se passent, c'est assez stimulant. Autant en 2008-2009, beaucoup avaient subi le coup, notamment les bassins de sous-traitance, on l'a dit. Là, il y a bien sûr des difficultés, il y a malheureusement des mauvaises nouvelles qui tombent ici ou là dans un certain nombre de territoires. Mais il faut regarder ce qui renaît, parce qu'en plus, il y a des reports d'activités. On voit bien que dans les filières les plus impactées, tout le monde cherche des nouveaux modèles économiques. Donc, c'est là où vraiment rentrent en compte les questions de relance, de redynamisation, de repositionnement des entreprises, des industries, des services qualifiés qui sont associés à l'industrie. Il faut avoir une vision assez large aujourd'hui de l'écosystème industriel. Donc, il y a beaucoup de projets. D'ailleurs, la ministre de l'Industrie nous en faisait part l'autre jour dans le cadre du plan de relance, des projets d'investissement industriel. Donc, beaucoup d'acteurs y croient, ne croient pas à la fatalité de la désindustrialisation. Il y a des dynamiques de relocalisation qui passent surtout par des nouveaux comportements des grands acheteurs qui sont du sourcing un peu avec des fournisseurs français. Donc, il y a des belles histoires déjà qui se racontent. Donc, ça, territoire d'industrie, bien sûr, c'est notre actualité. Et puis, l'actualité plus large encore, ce sont ces fameux contrats de relance que nous préparons. Nous avons un rendez-vous lundi avec le Premier ministre pour signer un accord de partenariat pour accompagner, préparer ces contrats de relance et de transition écologique. Et voilà, il faut mettre l'ensemble des territoires dans une dynamique de rebond et de relance économique. Ça passe par tous les sujets que nous avons abordés. Trouver des réponses, en effet, en sortie de crise pour tout ce qui est activité de proximité. Donc, beaucoup de soutien apporté notamment, ce que j'ai dit, café, hôtel, restauration, au secteur du tourisme, bien évidemment, les industriels les plus touchés, mais ça touche aussi les questions d'économie sociale et solidaire. Beaucoup d'associations sont en difficulté. Donc, c'est vrai que nous comptons beaucoup sur cette dynamique, ces contrats de relance et de transition écologique, parce qu'il y a des moyens dans le plan de relance, arrivent des contrats de plan État-région, des nouvelles programmations européennes. Et c'est la question que nous posons, c'est comment faire tomber tous ces programmes, ces financements un peu inédits, en bon ordre dans les territoires, en les appuyant sur des dynamiques de projets de territoire. C'est l'esprit de la circulaire du Premier ministre de novembre dernier sur ces fameux CRTE. C'est dans ce cadre que nous préparons notre accord cadre et nous voulons essayer d'avoir une sorte de relance, de dynamique collective dans l'ensemble des territoires français. Merci. Nicolas, David, l'actualité de la DGCF? L'actualité, alors sur le volet éco, mais en tout cas déjà un grand merci Vincent, un grand merci Olivier, parce qu'évidemment c'était extrêmement clair, extrêmement intéressant. Pour revenir simplement sur la question de la communication, c'est vraiment essentiel et vous pouvez bien évidemment compter sur nous. On diffusera toutes les données dans le réseau ADGCF. Évidemment, la communication, la diffusion, c'est extrêmement important. Il y a la question de l'appropriation aussi des acteurs locaux. Évidemment importante, et puis l'usage que les acteurs locaux vont en faire et comment en fait ces données, ces outils peuvent constituer un instrument de décision évidemment localement. Alors l'actualité sur le volet éco, essentiellement pour la DGCF, ce sont les CRTE. On travaille évidemment en partenariat avec la DCF sur ce volet-là et on lance là un cycle de webinaires début avril
Alors nous, on est vraiment sur la petite cuisine, sur la conception des CRTE, sur la question de la méthode, sur la question de la constitution du tour de table, sur la question aussi, sur la question des modèles aussi. Donc ça, c'est l'actualité. C'est un séminaire, un webinaire en fait, hein, par région à partir du début du mois d'avril pour entrer vraiment dans la fabrication en fait des CRTE avec des modèles comparatifs interrégions, quoi. Voilà sur le volet strictement économique. Ben, super. Et on finira par la Caisse des dépôts. Qui, de Isabelle ou de Diane? Oui, quelques éléments d'actualité. Vous le savez, hein, la Caisse des dépôts est très mobilisée sur le plan de relance. Donc, pour info, se déroulait hier le Printemps des territoires, qui est l'événement annuel de la Banque des territoires. Donc, la Banque des territoires, hein, c'est l'activité de financement de la Caisse des dépôts auprès des collectivités locales, en investissement, en prêt, mais aussi en ingénierie, donc en accompagnement. Donc, vous pouvez retrouver tous les contenus et aussi, du coup, toutes les offres et les solutions de la Banque des territoires sur un site internet qui est dédié, qui est printemps-des-territoires-2021.fr. Donc, tous les sujets, nous, qui sont portés par l'Observatoire nous intéressent, hein, puisque on est en pleine action sur les territoires avec des objectifs très ambitieux. On l'évoquait un peu tout à l'heure, mais nous, on souhaiterait effectivement pouvoir avoir des séminaires ou en tout cas des focus sur des sujets qui nous importent plus particulièrement par rapport à ce plan de relance. On parlait de territoires d'industrie, mais aussi le tourisme, les territoires de montagne. On est aussi très impliqué sur l'économie sociale et solidaire et la cohésion sociale. Et puis, bien entendu, sur les questions de transition écologique. Je fais le lien avec notre activité, nous, à l'Institut. Donc, on est partenaire de cet observatoire. On a aussi développé et on alimente un certain nombre de partenariats avec des universités, des écoles, des chercheurs, etc. Et vous pouvez retrouver, on a toute une collection de cahiers de recherche qui sont sur notre site internet, donc de l'Institut pour la recherche, avec pour certains sujets qui peuvent être en lien plus particulièrement avec ce dont on vient de parler aujourd'hui, sur les activités productives en ville, par exemple, en lien avec le territoire d'industrie, mais aussi tout ce qui est activité, je ne sais pas moi, de data center, d'énergie renouvelable, de transition énergétique. Voilà, tous ces éléments qui nous permettent, nous, avec les travaux de l'Observatoire, en complémentarité, d'alimenter nos réflexions stratégiques. Voilà. Parfait. Ben voilà, on arrive à la fin. Il est temps de conclure, de vous dire au revoir. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur la plateforme avec le lien qui s'affiche, que vous aurez d'ailleurs dans le diaporama. Je tiens vraiment à remercier bien sûr Olivier, tous les partenaires sans qui ce projet n'aurait pas lieu et qui finalement, c'est vraiment un projet d'intérêt général. Et puis à vous, les participants, et à ceux qui vont s'impliquer demain dans ce projet qui, j'espère, va prendre de l'ampleur. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.